J'allais à Peshawar ce jour-là parce que le lendemain, je devais prendre un avion pour aller dans le nord de l'Afghanistan pour faire une enquête nutritionnelle, enfin une évaluation de la situation nutritionnelle. On part le matin, donc le lever de soleil, le ciel bleu, Kaboul, les plaines, une route magnifique, toujours. Moi j'adore voyager en voiture en Afghanistan, c'est un régal. Ça durera 12 heures, mais ce sera 12 heures de bonheur, parce que c'est un paysage extraordinaire. J'ai appris donc le 11 par téléphone, par notre desk à Paris, qui m'a averti, ok, des avions sont tombés sur World Trade Center, c'est certainement Ben Laden qui a fait le coup. Donc moi j'ai eu du mal à le croire. J'ai dit pourquoi paniquer? Moi, je me trouvais chez le chargé d'affaires français quand ça s'est passé. Il a été appelé au téléphone, il est vite, il se passe quelque chose, il est allé, il est revenu. On se trouvait donc le soir à Islamabad chez le chargé d'affaires français à Kaboul. Il vient juste d'être nommé. Sur le coup, ça a été très curieux, mais j'ai vraiment une impression très curieuse, c'est que personne dans l'assistance, je veux dire le chargé d'affaires français et puis les autres personnes, personne n'a été choqué ou soufflé, oui, mais horrifié, non. Et je dirais même qu'il y avait une certaine... Oh putain, qu'est-ce... Cette espèce de... Et ce n'est qu'après, tu sais, le premier choc, c'est... Putain, qu'est-ce qu'ils ont pris, les Américains? On leur dit qu'on avait marqué un but. À un moment, j'ai eu cette lucidité, ce moment, et puis personnellement, c'est fou. On était là le soir, moi je vis dans une petite maison en terre avec tout le monde, là on est tous là alignés sur des petits matelas par terre, moi je suis tout seul, le seul expatrié là au milieu de tout ce monde. Et puis ils annoncent que les avions sont tombés sur les États-Unis, et là j'ai été choqué un peu j'ai entendu même des rires. J'ai entendu des rires. Je ne croyais pas aux attentats, mais c'est simplement ces réactions. Ces réactions. Donc moi j'étais en contact radio avec Kaboul depuis 8 h le matin. Et toutes les 20 minutes, on avait un petit contact pour voir comment évoluait la situation, quels étaient les mouvements des organisations humanitaires sur Kaboul. Et à 10h30, notre chef de mission appelle et nous dit « Bon voilà, il faut que vous partiez tout de suite, il faut que vous rentriez sur Kaboul ». On a préparé tous les véhicules, on a fait la liste de tous les gens qui allaient venir avec nous, on a préparé tous les bagages. En l'espace de 2 heures, toutes les voitures étaient chargées. On est parti le cœur gros, les larmes aux yeux, on est parti par la route. Je suis parti par le nord du pays, pas la route habituelle que toutes les ONG ont prise pour quitter, qui sont passées par le Pakistan. Je suis monté dans le nord parce que avec moi il y avait une personne qui n'avait pas son visa pakistanais. Et en arrivant sur Kaboul, en fait, d'habitude il y a toujours des enfants qui sont sur le bord de la route, qui vous disent salam, salam, avec des grands sourires. J'en ai vu aucun. Et en arrivant sur Kaboul, il y avait des gens qui circulaient un petit peu, mais c'était comme quelque chose qui dormait, comme quelque chose qui tout d'un coup s'était assoupi, c'était éteint complètement. Si, bien sûr, j'ai senti quelque chose, j'ai senti le regard des gens qui n'était pas le même. Dans les rues, des rats, bien sûr. Quand on est expatrié à l'étranger, on est toujours... bon, on est vu par les populations, c'est évident, quoi. On nous voit dans nos grosses voitures, on ne peut pas nous rater, quoi. Hein. Mais là, est-ce que c'est moi qui me faisais des idées? Je ne sais pas, mais je sentais que le regard des gens n'était pas le même. C'était pas le même, quoi. Ils étaient déjà au courant que quelque chose s'était passé, tous ces gens, et qu'on partait. Les talibans ont ramené la paix en Afghanistan après cette période de guerre.
Donc c'est pour ça que la population les a si bien accueillis et acceptés. Les talibans ont pacifié le pays, les talibans ont apporté la sécurité et ils ont réinstauré un État avec un système de visa, une administration, etc. Ces jeunes talibans, ils sont perdus dans la campagne. C'est-à-dire qu'ils ont été envoyés de Kaboul ou de Kandahar sur ces zones pour être en charge des districts. Ce sont des jeunes, ils ont 30 ans, quoi, maximum, 30 ans, pour être en charge des districts. Ils sont très très sympathiques, pas du tout agressifs, coopératifs, il n'y a aucun problème là-dessus. Ils demandent à ce qu'on les aide un peu, enfin, ils essaient de tirer un peu la couverture de leur côté, mais on les comprend. Bon, on n'a pas de mauvais rapport avec ces gens-là. Sur le terrain, dans les campagnes, je veux bien dire, hein, quand on travaille à Herat, c'est une autre histoire. Quand on travaille dans les grandes villes, c'est une autre histoire. Un jeune homme qui est parti à 14 ans, 13 ans d'Afghanistan, parce qu'il y avait la guerre, parce que toute sa région était désertée. Il s'installe au Pakistan, et là, il veut suivre des études. Et là, la seule chose qui peut leur permettre d'apprendre quelque chose, ce sont les écoles coraniques. Et là, ils sont élevés entre garçons, ils y passent pratiquement toute leur préadolescence et leur adolescence dans un milieu exclusivement masculin, avec des barbus rétrogrades qui vous font moudre du Coran. Ils sont complètement hors du contexte. On leur a dit des énormités, que toutes les femmes européennes avaient le sida, que c'était toutes des prostituées, etc. Donc le jour où ce taliban se retrouve sur son fauteuil avec un téléphone fictif et joue au mec qui a de l'autorité, et qu'il reçoit dans son bureau une femme qui est en charge d'un programme médical, et que lui, il est mollah, il n'est même pas médecin, il ne sait même pas ce qu'est un médicament, et lui, il gère le ministère, le MRRD, le ministère Rural Rehabilitation and Development, un ministère qui a des cliniques en périphérie de Kaboul, ce Malawi, hein. Eh bien lui, il voit une femme arriver en charge d'un programme médical. Au départ, il y a un temps qui va être, on va se regarder, quoi. Qui est qui, quoi. Eh bien, c'est ce qu'on m'aurait trompé, parce que cette femme-là, ce qu'elle me dit, ça a l'air sensé, parce qu'il a quand même un petit peu de bon sens, le type en face. Et il se dit, mais bon, on peut discuter finalement. Parce que toute sa vie, à lui, on lui a répété que les femmes, c'était le diable, hein. Donc le jour où il la voit, au départ, il ne me regardait pas, hein. Il parlait au traducteur en pachto, il regardait le sol. Et moi, je faisais pareil, parce que si je le regardais, je l'embarrassais encore plus. Ils ont une vision très très étriquée de l'islam, mais en dehors de ça, en dehors de ce fait-là, ils restent très très généreux, très très accueillants. Et moi je sais qu'il ne se passait pas un checkpoint sans que le taleb qui était sur place me propose de prendre le thé, etc., cherche à discuter, etc. J'ai pas eu le sentiment d'avoir affaire à des gens haineux qui me considéraient comme un vulgaire kafir, un vulgaire infidèle, qu'il faut virer, qu'il faut bouter hors du pays. C'était au contraire des gens qui n'ont pas eu la chance, comme moi je l'ai eu, de voyager, de voir autre chose, et pour qui l'étranger était quelqu'un d'intéressant, parce qu'il ne connaissait pas une appartenance à une autre culture, etc. On ne peut pas dire que les talibans soient des gens importés. On ne peut pas mettre en place une structure telle que les talibans s'il n'y a pas un minimum, sinon un maximum d'appui populaire. Ils arrivent avec des principes qui fondamentalement ne choquent pas monsieur qui a la barbe grise. Actuellement, la vie est dure, il faut survivre, etc., etc. Et si le fiston, ma foi, il a envie de se perdre en frivolité, c'est assez... Le père est relativement content que le fiston soit coincé.
parmi l'élite talibane, j'ai rencontré des personnes qui étaient très éduquées, alors, contrairement à ce qu'on croit. Et ces personnes-là, en fait, je pense que ils se sont mués talibans en quelque sorte par opportunisme et par opportunisme politique. Ils ont vu que le vent allait dans le sens des talibans, et ces personnes-là, donc, qui étaient des ex-Massoud, des ex-Ekmatyar, etc., ont changé de position et ont acquis une certaine autorité au sein du pouvoir. Ce sont des talibans par intérêt. Ce sont des faux talibans. Ils mettent le turban pour pouvoir, un, ne pas être ennuyés par les vrais, et deux, pouvoir exercer une pression sur les autres. À ce moment-là, on s'aperçoit que les talibans, c'est des enquiquineurs. Ils enquiquinent, je ne peux pas mieux dire. Les gens diront, oui, ils ont raison sur les principes, mais quand même, ils pourraient laisser les gens jouer avec cerf-volant, ou bien la barbe, on a besoin d'avoir la barbe pour être musulman, ou bien la musique, c'est bien la musique, et tout ça. Et là, c'est ces petites choses embêtent. Si les talibans avaient la possibilité de dire, allez, faites de la musique, allez, faites battre les cailles, allez, on peut danser, ben, ils auraient gagné l'affaire. Seulement là, et c'est pas sur le problème de la femme qu'ils auraient gagné, parce que tout le monde s'en fout. Tout le monde, non. Allez, mettons 10% est d'accord, mais le reste, que ma fille n'aille pas à l'école ou que ma femme reste à la maison, ça ne gêne pas fondamentalement. On a constaté que l'idéologie et la politique talibane qui consistait à imposer une lecture très, très stricte, très fondamentaliste du Coran et une remise en question des droits, notamment de cette population de Kaboul qui était relativement émancipée, modernisée, au contact avec l'Occident depuis les années 60-70. Très rapidement, un nombre assez important d'interdits se sont posés en fait sur cette population, et des interdits parfois inacceptables, insupportables, notamment pour tout ce qui concernait la liberté de mouvement des femmes, l'accès aux soins de santé, l'accès à l'éducation, et même tout ce qui touche à la culture d'Afghanistan. Il faut avoir à l'esprit que les talibans très vite ont interdit tout ce qui était lié à la littérature, à la musique, aux jeux. Il était même strictement interdit pour les enfants de jouer avec des cerfs-volants ou de jouer au ballon dans la rue. Et tout ça, évidemment, ça a eu un impact immédiat sur la perception de ce régime taliban par la population. On craint toujours une visite du ministère de la promotion de la vertu et de la répression du vice, le vice et vertu, comme on l'appelle là-bas, les VNV. On craint toujours cette visite, donc on essaye toujours de faire en sorte qu'on soit irréprochable. Il y a un autre paramètre à prendre en considération, c'est qu'au sein du régime, il y a un système de turnover, enfin de remplacement systématique des gens au poste de ministre, au poste de conseiller, et dans toutes les fonctions administratives de l'État, ou du moins du régime taliban, les gens restent en place très peu de temps. Et à chaque fois que quelqu'un de nouveau est affecté, on a affaire très souvent à quelqu'un de plus dur, quelqu'un de plus intolérable, de plus intolérant, pardon, et de plus en plus strict par rapport à l'idéologie. Alors là, ils sont très stricts. Et comme ils n'ont plus les moyens de gagner, ils perdent par derrière. Et ils sentent que la population est agacée. Alors ils resserrent les vis. Et plus ils serrent les vis, moins ils sont supportés. En même temps, à l'intérieur apparaissent les scissions. Alors là, les partis commencent à se bouffer le nez entre eux, à l'intérieur même des talibans. Je dirais qu'ils sont complètement à côté des priorités de ce pays, de cette population qui souffre, qui meurt de faim, qui meurt de froid, qui n'a pas accès aux soins de santé, qui a très peu de possibilités de survivre sur le plan économique parce que tout est dévasté. Et ces gens-là sont complètement enfermés dans une bulle idéologique fondamentaliste qui prétend vouloir refaire le monde sur des bases complètement nouvelles, mais complètement en dehors de la réalité. Ils sont plus sévères sur la musique que sur les cerfs-volants, et heureusement. Parce qu'encore, on voit des cerfs-volants à Kaboul, et c'est magnifique. Avec rien, un bout de pochette plastique servira à un magnifique cerf-volant, et plus le fil sera haut, et plus l'enfant sera fier de son cerf-volant, et c'est magnifique.
Et même les adultes. Moi, je croyais que c'était un jeu réservé aux enfants, mais les hommes d'un certain âge jouent au cerf-volant. C'est le jeu, c'est la résistance. La résistance des Afghans, elle passe par là. Elle passe par le chauffeur qui met la cassette alors que c'est interdit. Elle passe par l'enfant ou l'adulte qui joue au cerf-volant. La jeune femme dans la rue qui soulève son tchadri et qui fait un clin d'œil. Le risque qu'elle prend. Mais c'est beau, c'est merveilleux. L'Afghanistan est voilé. Voilé surtout en ville. À la campagne, non. Et actuellement, les femmes à la campagne ne sont pas voilées. Une femme qui va aider son mari à moissonner, elle ne va pas se balader avec sa housse sur la figure. C'est pas possible. C'est citadin. Quand madame sort de son village pour aller à la ville, elle met son voile. Comme ma grand-mère mettait une mantille pour aller à la messe. Mais ça, c'est notre vision à nous. Parce que, évidemment, quand on voit une personne avec une cloche bleue sur la tête, on trouve ça violent. Nous, on voit ça de cette façon-là. Elles aussi, mais elles rêvent de ne pas le porter. Mais là, je parle des femmes éduquées. Je parle des femmes médecins que j'ai rencontrées, avec qui j'ai pu avoir ces discussions-là. La femme de la rue, la femme analphabète, comme 80% des Afghans, elle a peu d'opinion là-dessus. Les talibans ont effectivement procédé à un retour en arrière vis-à-vis de la condition de la femme, mais ce retour en arrière, il a été effectif, bon, ce n'est pas négligeable, hein, attention, mais ça concernait que 5 à 10% de la population. C'est-à-dire, l'Afghanistan est un pays à 85-90%, un pays rural, et dans les zones rurales, il n'y a eu strictement aucun changement depuis des siècles. C'est-à-dire que depuis des siècles, les femmes portent un simple voile, et non pas la tchadri comme on aime à le présenter dans les rues de Kaboul, ce qui est vrai. Hein. Le tchadri existe, mais simplement à Kaboul. Dans les zones rurales, vous avez les femmes portent simplement un simple voile, elles se lèvent à 6 heures du matin depuis des siècles, elles vont chercher l'eau, elles s'occupent de leurs enfants, elles leur donnent à manger, etc. Elles vont récolter des pommes de terre dans les champs. Bon, c'est un statut horrible. Hein. À 30 ans, elles en font 40, elles ont fait 10 grossesses. Effectivement, il y a des cas de plus ou moins de suicide qui sont faits par le mari s'il n'est pas satisfait. Mais ça ne date pas des talibans, ça ne date pas d'hier, et ça a toujours été comme ça. Ah, dès qu'elles ont passé la porte de la clinique, elles le retirent. Ah, de suite. Elles ne le retirent pas complètement parce qu'elles ont un enfant à porter, un sac, et elles ne peuvent pas tout porter, mais elles le relèvent. Et le bonnet est là, et il est tombé derrière, comme ça. Il y a une cour intérieure, et souvent les mamans sont assises dans cette cour, et la clinique c'est plus du tout la clinique. La clinique devient le forum, la place du village. Et comme elles ne peuvent pas sortir, et comme le seul prétexte qu'elles aient, soit la visite au l'enfant malade ou la visite à la clinique, elles arrivent à la clinique avec une énergie folle et un désir de communiquer, une envie sociale tout simplement. Les femmes plus âgées qui gèrent un petit peu avec leurs aînés, leurs cheveux roux, et les jeunes femmes plus timides avec leur premier enfant, plus discrètes, qui communiquent après les autres, en dernier. Et puis les femmes plus âgées qui gèrent ça d'une manière de main de femme. Ce sont des femmes, elles sont belles et fortes à la fois, c'est leur territoire. Elles sortent de la maison et tout d'un coup la clinique prend une place. C'est plus la clinique, hein, c'est vraiment... c'est leur droit. C'est le seul droit qu'elles ont. Quand on discute avec un taleb qui vous dira mais nous on a donné des droits aux femmes. Alors, je peux vous donner plusieurs exemples. Imaginons un monsieur
puisque l'honneur est entre les mains des femmes, il trouve sa femme avec quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va tuer madame et il va tuer le suborneur. Alors, il va la tuer d'une façon expéditive. Très souvent, il lui faisait faire la culbute dans le four. C'était habituel chez les Pashtuns. Quelquefois, on voulait se débarrasser d'une femme qui ne vous plaisait pas, hop, elle basculait dans le four aussi. Il y a des suicides aussi, comme ça, des dames. Ça se passait toujours à l'intérieur des murs du Qala. Personne, on n'intervenait jamais. Si bien que quand un juge dit, voilà, tout adultère doit être vérifié par un certain nombre de témoins, 4 ans, il y en a qui disent 3, 4 ans, si jamais il y avait eu une fausse accusation, elle aurait été relaxée. Et à ce moment-là, l'arbitraire de son mari ne se serait pas appliqué. Alors, cette femme, elle est exécutée. Elle est exécutée par lapidation. Le processus est assez abominable. Qu'est-ce que c'est qui est plus abominable, sinon la lapidation ou le plongeon dans le four, je ne sais pas. Il faut essayer de sortir de cet esprit occidental où on croit que toutes les femmes doivent naturellement être comme ça. Je veux dire, je pense qu'il faut un cheminement, un accompagnement, et on arrivera à ce que les femmes afghanes arrivent au statut des femmes, de la femme occidentale. Mais on ne peut pas faire de changements brutaux. Ces Arabes qui sont là, d'un point de vue humanitaire au départ, ripent très vite avec l'achat d'armes dans les marchés libres du Pakistan, arment des groupes de commandants avec quelques matériels légers, mais là se font une introduction, entre autres dans la Kunar, et là on voit apparaître une prédication wahhabite très forte, qui se répand vers le Nouristan, et les wahhabites qui étaient très très peu nombreux en Afghanistan finissent par avoir des émirats. Ils me faisaient la remarque qu'ils avaient peur des Arabes parce qu'ils étaient hautains, beaucoup plus agressifs et qu'ils ne respectaient pas la vie. Sous prétexte qu'ils sont arabes, descendants du prophète, en principe, le race du prophète, si on veut, on peut tout dire là, et puis donner des leçons d'islam aux Afghans. Ça aussi. Au bout d'un moment, quand l'invité commence à vous dire comment faire bouillir votre lait ou bien refaire votre lit, on commence à dire, écoute, si l'hôtel ne te plaît pas, tu en changes. Hein. Et ça devient pesant. Et puis il y a aussi des Afghans qui te disent, mais chez les Arabes, ils n'arrivent pas, leur sexe les obsède. Hein. Ils n'arrivent pas à se retenir. Alors ils prennent nos femmes, puis après quand ils rentrent chez eux, parce qu'il y en a qui sont rentrés, ben, ils les abandonnent. Et ça, les cas sont très courants. Et ça, non, la greffe n'a pas pris. Hein. C'est des étrangers. Pour eux, ce sont des étrangers. Ils n'ont rien à faire en Afghanistan. Pour eux, mais c'est des kharidjis, quoi. Pas au sens des kharidjis comme les travailleurs des ONG, mais ce sont des gens qui viennent foutre la merde. Ils n'ont rien à faire chez nous. Là derrière, il y a les Américains qui favorisent des milices arabes, et Ben Laden joue un rôle dans l'affaire. Il introduit, il est plus ou moins organisé, si bien ce qui m'a semblé, introduire des groupes arabes. Alors là, on rattrape beaucoup, on ratisse large. Ça va du Soudan au Maroc, en passant par l'Oman, par le Yémen, par les Palestiniens. Et là, ça rentre. Et on voit vraiment des gens bizarres. Les gens d'Oman, ils vivaient comme à l'époque du prophète. C'est très étrange, on voit une Arabie qu'on connaît mal. On voit une Arabie barbare. Plusieurs fois dans le Hazarajat, on a entendu des histoires et on a vu de nos propres yeux des villages brûlés et dévastés par des talibans. Et ils te disent, c'est pas des avions qu'on fait ça. C'est des talibans
de l'extérieur du pays. C'est pas possible. Un Afghan ne pourrait jamais être aussi cruel, ils l'ont souvent dit. Et que ils m'ont souvent dit aussi, ces troupes arabes et pakistanaises, c'est pas des humains, c'est pire que des animaux. On s'arrête dans cette maison de thé toujours et on boit un thé et énormément de personnes, d'hommes, j'étais la seule femme, et tout d'un coup un peu de silence. Je dis un peu parce que il y a quelque chose qui a changé. Moi, j'ai pas tout de suite compris ce qui se passait. Deux Arabes, comme là-bas, les Afghans disent Arabic people. Deux Arabes, je sais pas de quel pays ils étaient, mais tout de suite pour ces Afghans avec qui je partageais un thé, ces deux personnes n'étaient pas afghanes. On finit notre thé, notre chauffeur me dit Florence, va dans la voiture avec Marc. Donc on va dans la voiture. Le chauffeur et le traducteur vont payer notre thé et ils sont entrepris par ces deux Arabes. Et les Arabes disent « Pourquoi vous avez amené cette femme à l'intérieur? Pourquoi cette femme est là? Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites ?» Le chauffeur lui répond « Mais qui es-tu toi pour me dire moi ce que j'ai à faire dans mon pays ?» Et alors là, la tension est montée. Chacun est retourné dans ses voitures et on a repris la route. Et on a roulé très très vite. Et derrière, ils étaient derrière nous, dans leur 4x4 aussi. Et moi, j'ai commencé à avoir peur. Mais en même temps, je comprenais la situation. Donc, j'avais peur, oui, c'est sûr. Le drame pour la population afghane, c'est que depuis 1992, depuis le déclenchement de cette guerre civile, elle est dominée par des chefs de guerre, Pashtou, Tadjik, Hazara, Ouzbek, dont les intérêts se limitent je dirais, une économie de guerre, à un pouvoir politique, à une conquête territoriale, sans aucun projet politique. Massoud est un héros incontestable. Mais, quand on connaît les commandants qui sont derrière lui, qui sont venus, qui se sont ralliés avec lui récemment, il y a un ramassis de sacs et de cordes, de gens qui sont ni plus ni moins que des brigands, avec des gens du SB islamique, du Djermia, du Harakat, qui il y a 5-6 ans ont été prêts à s'entretuer, qui là, voilà, ça fait l'opposition. Et c'est ça que les Américains veulent, maintenant que Massoud a disparu, armés pour essayer de prendre sur les talibans. Ça, je crois qu'il y a quelque chose qui est inconscient. Les hommes de Massoud, durant les 7 guerres de Kaboul, pas que lui, hein, en fait je dirais plutôt la coalition du Nord, les Moudjahidines, ont effectivement bombardé des quartiers entiers de Kaboul. Ici, les 30% de Kaboul qui sont complètement rasés, et ça je l'ai vu effectivement, donc je le confirme, ces 30% de Kaboul qui ont été rasés ne sont pas le fait des talibans, sont le fait de combats de la guerre civile entre Moudjahidines. Et les hommes de Massoud, comme les autres, ont massacré et violé des femmes arabes sous des prétextes confessionnels. Et les hommes de Massoud ont fait des erreurs comme les autres. J'ai été au Panchir dans les années 87. Les Russes étaient encore là. Massoud savait qu'ils allaient partir. Il avait demandé à ce qu'une équipe de gens spécialistes vienne essayer de faire le plan de réhabilitation du Panchir. Il se trouvait que j'étais dans l'équipe. Eh bien là, ni cigarette, ni musique, tout le monde barbu, les femmes voilées. C'était le Panchir de Massoud. Et ça n'a pas changé.
quand la réalité est tombée que le commandant Massoud était effectivement mort, effectivement, l'assemblée d'Afghans, quand je leur ai appris ça, il y a eu un silence vraiment noir, plein d'émotions, et ils avaient tous les larmes aux yeux. Mais tous, sans exception, parce que dans nos équipes, il y a aussi bien des Pashtuns que des Tadjiks, que des Hazaras. Les Afghans, ils se font la guerre depuis la nuit des temps, comme partout dans tous les pays. Mais ils ont des codes, ils font la guerre d'une certaine façon, et il y a une morale dans cette façon de faire la guerre. Les deux journalistes avec la bombe à l'intérieur de la caméra, pour les Pashtuns, c'est honteux. C'est pas comme ça. On respecte cet ennemi. Hein, on se fait la guerre avec cet ennemi depuis suffisamment de temps pour que si on le tue, ben qu'on le tue d'une manière noble, je dirais. Ils n'ont pas respecté Massoud en l'assassinant comme ça. Et alors on ressort Zahir Shah. Il est évident que Zahir Shah est un monsieur trop vieux pour faire quelque chose. On le sort du formol de temps en temps, il ne perd pas trop la tête, il paraît un peu sourd, mais ça a l'air. Mais il suffirait que Zahir Shah, depuis son exil, dise « Voilà, je donne mon investiture à celui-là ». On parle de son petit-fils actuellement. Et s'il y a une aide effective, financière et militaire, je serais prêt à parier ma barbe que ce gars-là sera accepté. De l'intérieur, on ne constate la présence d'aucun intellectuel, aucune personnalité afghane de renommée qui puisse apporter quelque chose à un débat de fond pour réfléchir effectivement à une situation politique. Et au-delà même de la situation, au-delà même du terrain afghan, qu'est-ce qu'on voit? On voit des pays limitrophes qui, pour des intérêts politiques, religieux et économiques, alimentent le conflit en envoyant de l'argent, des armes, un soutien militaire. Et dans la plus grande hypocrisie, parce que lorsque, évidemment, ils sont interpellés, c'est secret de polichinelle, mais ils sont interpellés par les médias pour leur demander des comptes, pour leur demander de se justifier par rapport à leurs intérêts géostratégiques, etc. On a des fins de non-recevoir, non, ce n'est pas nous, c'est les autres, on n'est pas du tout impliqués dans le conflit. Moi j'avais imaginé un pays rempli d'armes, où tous les hommes auraient des armes, où on serait arrêté à tous les coins de rue. Et en fait, ma grande surprise ça a été de voir que les gens n'étaient pas tous avec une arme, ne se promenaient pas tous avec une Kalachnikov. Et qu'en fait il y avait quand même une certaine, je ne vais pas dire joie de vivre parce que la vie est quand même très très dure, mais chez les gens une certaine malice à aborder cette vie et une certaine, comment dire ça, une certaine, pas désinvolture, mais une façon de vivre leurs 20 ans de malheur au mieux qu'ils peuvent et de garder un certain sourire malgré tout ce qui se passe. On arrive tout de suite dans un pays qui est 90% montagneux, donc tout de suite c'est cette impression de grandiose, de magnificence, avec ces montagnes qui sont superbes. En fait, ce qui est impressionnant, c'est que toutes les 10 minutes, vous arrive sur le visage un paysage qui est vraiment extraordinaire, avec des lumières qui sont elles aussi extraordinaires, et on voit ces gens qui vivent à la limite, on a presque l'impression d'être un peu en décalage, d'avoir 5 siècles de décalage vis-à-vis de ces gens-là, qui vivent de manière extrêmement simple, qui pour eux, la seule importance c'est la récolte qu'ils vont pouvoir faire, c'est les rendements qu'ils vont pouvoir obtenir, et le bonheur, ils ne conçoivent pas le bonheur autrement que ça. Et je trouve que c'est le côté extraordinaire du peuple afghan,
c'est cette espèce de simplicité dans la manière avec laquelle ils vivent, et cette gentillesse naturelle, et que ça, à mon avis, on occulte trop souvent, cette générosité chez les Afghans, et ce sens de l'hospitalité que je n'ai rencontré vraiment nulle part ailleurs. Je crois que c'est un peuple qui a quand même une certaine fierté, qui a quand même un certain savoir-vivre, qui a un sens de l'hospitalité qui est très important et qu'on a énormément à apprendre des Afghans. Il n'y a pas de barrière morale ou mentale entre eux et nous, c'est juste qu'ils nous ressemblent beaucoup. Et sans complexe. On arrive très vite à trouver son alter ego en Afghanistan, ce que je n'ai pas éprouvé dans d'autres pays. Dans la voiture, on écoute de la musique indienne. C'est interdit, mais il y a une atmosphère dans cette voiture incroyable que je n'avais jamais vécue. La musique nous a transportés avec ce paysage autour et on s'est mis à taper des mains. Et comme les voitures, parce qu'il y a des mariages à Kaboul, et quand il y a des mariages, on entend toujours des femmes qui tapent des mains. Mais nous, on était 2 Afghans et 2 Européens à taper des mains dans cette voiture qui se rendait à Peshawar. Quand on est sur le terrain, on travaille avec des gens qui sont sympathiques, qui souffrent, qui ont l'habitude de souffrir. 23 ans qu'ils sont en guerre. Donc des gens qui sont habitués à avoir faim, à avoir froid, à se battre pour vivre, pour survivre, mais qui gardent le sourire, qui restent aimables, qui restent courtois, qui restent humains. Les Afghans que j'ai rencontrés ont été d'une extrême délicatesse avec moi. Toujours au souci que tout se passe bien, toujours soucieux de protéger, de me protéger. Ce sont des romantiques, ils sont dans l'amour, quoi. Les roses en Afghanistan, il n'est pas rare de voir un Afghan avec une rose sous le nez et il la garde toute la journée dans sa main. En Afghanistan, les hommes sont très romantiques. On faisait cette évaluation et on était accueillis chez les gens comme à chaque fois, divinement. C'est-à-dire que les Afghans ne conçoivent pas d'accueillir un étranger sans lui mettre 15 coussins derrière le dos, sans lui donner, s'ils ont 2 poulets, ils en tueront au moins 1 pour vous l'offrir, etc. Il y avait la personne qui nous recevait, qui était un vieillard de 70 ans, qui avait une majesté, un visage d'une grande beauté, il était vraiment magnifique. Et il a attendu que mon ami docteur soit entièrement couché dans son salle de couchage, complètement prête. Il attendait patiemment avec la lampe à pétrole qu'elle soit vraiment bien, etc. Il lui avait mis des coussins sous l'oreiller, il avait rangé ses affaires, placé bien son sac de couchage, etc. Il a attendu qu'elle ferme les yeux dans son sac de couchage pour prendre la lampe à pétrole et se retirer dans ce couloir. Et c'est magnifique, c'était d'une grande beauté. Cette personne de 70 ans qui est la représentation de la sagesse, de l'éducation, de la connaissance. Hein. Donc ce qu'il y a de plus beau en Afghanistan, c'est la personne qui est le vieillard en Afghanistan est la personne la plus respectée, qui s'est occupée comme de sa propre fille, de mon ami docteur, et j'étais vraiment ému. Au mois de juillet, je vais en visite à Nili. Nili, c'est au fin fond de l'Azarajat, donc cette zone Hazara, avec les chiites, sud-ouest de Kaboul, à 200 km, mais 2 fois 12 heures de route. Hein. C'est énorme, les distances. Enfin, la distance n'est pas énorme, justement. Mais la route, passer des cols à 3000, 3005, monter, descendre, délacer. Donc à Nili, où je vais voir l'équipe d'Action contre la faim, les traducteurs, les chauffeurs, les employés afghans sont au milieu de cette cour sur des matelas, ils boivent le thé, il est 8h30, 9h du soir, le ciel avec les étoiles, pas un nuage, il n'y a jamais un nuage, enfin si, il y en a bien sûr, mais même pendant l'été, il n'y a pas de nuage, le ciel est magnifique.
Et on a les lampes à pétrole. C'est un peu irréel et beau. Alors ils utilisent la lampe à pétrole pour écrire les lettres d'amour. Et là, notre expatrié Chris, un Anglais, qui est un fou de littérature, est heureux de partager cette connaissance de la littérature avec des Afghans, en grande soif de mots pour exprimer tout cet amour qui est coincé là, qui est coincé dans leur cœur, quoi. Et alors, et il cite Shakespeare. Ça, c'est incroyable. Citer Shakespeare à Nili, qui est à 300 km, enfin 250 km de Kaboul, pour écrire à cette jeune fille qui vit à Kaboul dans la maison de ses parents, cette jeune fille si belle et idéalisée qui est dans leur cœur, la beauté de la jeune fille qu'il n'a jamais vue, en fait. Il a peut-être vu un œil un jour. Elle a peut-être soulevé son tchadri, elle lui a fait un clin d'œil. Il y a un Afghan, je ne vais pas citer son nom, il me disait, écoute, tous les jours, il y a ma petite fille qui me demande, papa, quand est-ce que je vais aller à l'école? Et il me dit, il en serait prêt à chialer, cette personne, il est ingénieur en mécanique, il a étudié en Russie, et lui, ce qu'il veut, c'est donner un avenir à ses enfants, les envoyer à l'école. Et à chaque fois qu'il entend son enfant poser la question, il serait prêt à en pleurer. J'ai vu des gens à Kaboul en 95, que j'ai revus en 96-97, que j'ai revus au mois de décembre 2000, qui étaient complètement traumatisés, complètement déprimés, de constater que leurs enfants de 4, 5, 6 ans, 7 ans ne savaient ni lire ni écrire et n'avaient aucun avenir dans ce pays-là. Et pour ces gens-là, qui ont eux-mêmes été éduqués, qui ont été avocats, qui ont été journalistes, qui ont été architectes, qui ont vécu dans un milieu, dans un monde développé au même titre que la France aujourd'hui, même si évidemment il y avait encore quelques différences et beaucoup de choses encore à développer dans ce pays, ces gens-là aujourd'hui seront tombés dans un environnement qui est similaire à celui qu'on connaissait en Europe au Moyen-Âge. Et ces gens-là ne voient pour leurs enfants aujourd'hui aucun avenir, sinon que celui des camps de réfugiés en Iran ou au Pakistan, et une éducation qui se limite à peut-être quelques étiquettes des produits dans les supermarchés, mais sans aucune capacité à évoluer, à acquérir un métier, à pouvoir fonder une famille et à vivre dans un pays dans lequel ils puissent se développer. Aujourd'hui, j'ai une grande crainte de ce qui peut se passer sur l'Afghanistan. J'ai une grande crainte de ce que peuvent faire les États-Unis sur l'Afghanistan. L'Afghanistan est un pays qui est déjà détruit. C'est déjà un pays qui est en ruine. Kaboul, ce sont des ruines. À l'intérieur du pays, il n'y a rien. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de compagnie, il n'y a pas de téléphone, il n'y a aucun système de courrier. Aujourd'hui, l'Afghanistan est quelque chose de cassé. Donc ma plus grande crainte, c'est qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on veut casser encore. Tout l'Afghanistan est complètement en ruine, donc continuer à faire des ruines, ouais. La question que je me pose aujourd'hui, effectivement, c'est, bon, virer les talibs, certes, ça sera sans doute une grande fête dans un premier temps, mais qu'est-ce qui va prendre la place ? De toute façon, il n'y a rien à bombarder, qu'est-ce que vous voulez bombarder? Ce serait vraiment une grosse injustice que de bombarder bêtement un pays. Il vaudrait mieux une véritable une aide politique, quelque chose qui se passe, quoi, un vrai compromis politique mondial pour aider des pays qui sont en difficulté, plutôt que de faire croire à des vengeances meurtrières qui riment à rien. Une des choses que j'ai pas vues dans les médias en rentrant et qui me semble pourtant assez intéressante, c'est le parallèle entre la destruction des Bouddhas qui s'écroulent et des World Trade Center, des tours qui s'écroulent aussi.
Je ne sais pas quel est le symbole, quel est le lien qu'on peut faire entre ces deux effondrements, mais ce n'est pas très rassurant. Plus que ça, plus que ce geste, cette abomination qui me révulse, c'est le fait qu'on soit arrivé à pousser des gens à faire ce geste. Que des gens, que l'Amérique ait pu se faire haïr à ce point, quand on arrive à provoquer une haine pareille, on a quand même intérêt à regarder ce qu'on fait. Enfin, je pense que le peuple afghan en a peut-être assez vu. C'est vrai que c'est une zone très convoitée, l'Afghanistan. On y a vu les Russes, on y a vu, enfin, il y a beaucoup de gens en fait, de pays interposés, par clans interposés qui s'y battent, et que peut-être que les grandes puissances oublient un petit peu qu'il y a un peuple. Ben Laden, au nom de l'islam, se dresse contre l'Amérique. Et cette Amérique que l'on envie, que l'on voit à la télévision, dont on voit les femmes toutes nues, dont on voit le Pepsi Cola et plein de choses comme ça, qui ont des vidéos curieuses, quand même, on l'a pas. Alors c'est le renard et les raisins, ils sont trop verts pour nous et bons pour les goujats. Hein. Donc à ce moment-là, cette Amérique qu'on ne peut pas avoir, l'Afghan, ce qu'il ne peut pas avoir, il le détruit. Si je n'ai pas ça, eh bien, personne d'autre l'aura. Un jour, j'ai discuté avec un paysan qui faisait du pavot. Je lui explique un petit peu toute la chaîne, que sa récolte va être achetée par des trafiquants qui ensuite vont en faire de la poudre blanche, de la drogue, et cette drogue va aller en Europe, va aller aux États-Unis, et ensuite ce sont des jeunes qui vont mourir par des overdoses. Et en fait, il m'a répondu très tranquillement, en fait, vous, les pays occidentaux, vous nous envoyez des armes pour que nous, on se tue entre nous. Eh bien, nous, on vous envoie cette drogue pour que vous vous tuiez avec. Il y a un moment, il faut qu'on se mette en face de nous-mêmes aussi, quoi. Et tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, ben, c'est des choses qui nous reviennent aussi à la figure. Il va falloir qu'on les accepte. Ou alors on les accepte pas, et puis ça mènera nulle part. Il faut apprendre à mettre des priorités et à voir qu'est-ce qui est le plus grave dans ce pays. Et qu'est-ce qui est le plus grave dans ce pays? Je pense que ce n'est pas la situation de la femme, ce n'est pas la destruction des Bouddhas, c'est un peuple qui meurt et c'est un peuple qui souffre. C'est plus que catastrophique. L'hiver arrive, pas de couverture, pas de tente, pas de nourriture, les stocks sont finis, avec des gens qui partent en masse, qui ne savent pas où ils vont, les frontières fermées. C'est au plus vite, il faut que les ONG puissent re-rentrer dans ce pays et puissent agir, et vite, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont perdre la vie là-dedans, que ce soit par la guerre ou par la faim. On a les sentiments d'abandon de ces personnes. Il est toujours là, ce sentiment, il est toujours là. Un petit peu comme s'ils se faisaient abandonner. Comme si voilà, on allait de nouveau les laisser à leur misère. Ingénieur d'Ost qui a 45 ans, qui est d'origine pachtou, qui a une barbe comme ça, et qui est un homme qui a une grande poigne, qui a un grand caractère, et qui m'a pris dans ses bras et qui s'est mis à pleurer, qui a baissé la tête comme ça. J'avais sa tête sur l'épaule et je le sentais trembler. Il est parti, ensuite c'était un autre, et ça a été comme ça pour la dizaine. Je crois qu'on atteint des abîmes, quoi. Après tout ce temps, je pense toujours à Nessar qui a 23 ans, qui est né dans la guerre, qui a grandi dans la guerre, et de le voir avec la vitalité qu'il avait, avec l'envie de vivre, l'envie de donner tout ce qu'il avait. Avant de partir,
Il est revenu me voir, il m'a demandé est-ce qu'il avait fait des erreurs avec moi, est-ce qu'il avait fait des fautes. Il voulait être sûr que tout ce qu'il avait pu donner pour Action contre la faim, tout ce qu'il avait pu donner pour son pays, parce que ce qu'ils faisaient, c'était pour leur pays avant tout, c'était pour leur peuple. Il voulait savoir s'il n'avait pas fait de fautes. Et c'est moi qui me suis excusé d'avoir de pas avoir profité de plus que ça et de pas avoir pu donner plus que ça, parce que on peut toujours plus donner, et on peut toujours plus faire, et c'est quand une fois que c'est fini qu'on se dit mince. 3 jours plus tard, il appelle avec le satphone, il parle à tout le monde, il parle à l'admin, il parle au coordinateur logistique pour les problèmes techniques, etc. Et il dit je veux parler à Flo. Je prends l'appareil et il me dit thank you very much for your letter. We all love you very much. And I wanted to tell you that because I think it's the last time I'm talking to you. Et je veux pas rester sur ça, quoi. Je lui ai dit non, see you soon, on est encore là. On est là, on est encore là, et on est toujours là, et on est encore plus là aujourd'hui.